يسرني أن أعطي الكلمة للسيد محمد البقالي مدير الاستراتيجية وتطوير الحلول لمراكز البيانات Data Centers والذكاء الاصطناعي بشركة سيسكو، والتي اشتغل بها لأكثر من 20 سنة، والمقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية، ونائب رئيس منتدى ممكن، وهو الذي سيتولى إدارة وتسيير الجلسة الأولى حول موضوع دور المغاربة المقيمين بالخارج في الثورة الرقمية. السي البقالي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جميعا، وزراء، جنرالات، أساتذة، عمداء جامعات. أرحب بكم، ويسعدني كذلك أن أرحب بكم جميعا كأحد الأطر المقيمة في ألمانيا ما يزيد على مدة 30 سنة، في هذه الجلسة الأولى المخصصة لموضوع دور المغاربة المقيمين بالخارج في الثورة الرقمية بالمغرب. لقد انخرط المغرب في مسار طموح للتحول الرقمي، مدفوعا بالتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات والابتكار المقاولاتي وتنمية الكفاءات البشرية. وفي هذا السياق يشكل المغاربة المقيمون بالخارج رصيدا استراتيجيا فريدا من نوعه، فهم ينشطون داخل أكبر المنظومات التكنولوجية العالمية، ويقدمون شركات ويقودون شركات مبتكرة، ويساهمون في البحث العلمي، كما يمتلكون خبرات وتجارب قيمة في مجال التحول الرقمي والابتكار بشكل يحقق أثرا مستداما وملموسا لصالح المغرب. وخلال هذه الجلسة الأولى سنحاول استكشاف الفرص والتحديات والحلول العلمية التي من شأنها تمكين الكفاءات المغربية عبر العالم من المساهمة الفعالة في بناء مغرب رقمي أكثر تنافسية وابتكارا في أفق سنة 2030. أتمنى لكم جميعا جلسة موفقة وغنية بالنقاشات والمخرجات البناءة. Au cours du premier panel sur un sujet très important, c'est le rôle des MRE dans la révolution numérique du Maroc. Nous tenterons d'explorer les opportunités, les défis et les solutions pratiques successibles de permettre aux talents marocains à travers le monde de contribuer efficacement à la construction d'un Maroc numérique plus compétitif, plus innovant et mieux préparé aux défis de l'horizon 2030. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session riche en échanges, en réflexions et en recommandations concrètes. J'ai le plaisir aussi d'introduire mon panel et l'honneur de les accueillir aujourd'hui, un panel d'experts du MRE au parcours complémentaire. Je commence par Madame Houda Lazar, entrepreneur experte en innovation, fondatrice et CEO IAM Cree AI, fondatrice de Afrique AI Creativity Week and Awards, l'émergence du Hub Africa et de l'IA créatif. Le suivant, c'est Monsieur Imad Sobhi, entrepreneur ancien, MRE, directeur technique de Business Unit d'État Nearshare, cofondateur de Business Intelligence New Vision Maroc. Il accompagne les entreprises marocaines
et internationales dans leur projet de transformation digitale et de l'IA. Je présente aussi M. Naufal Selreni, dirigeant du secteur technologique et ancien Marocain résident à l'étranger, MRE. Il est aussi CEO d'Availlance, société spécialisée dans la transformation digitale. Il est aussi directeur de l'école high-tech à Rabat, aussi un entrepreneur engagé et cofondateur de DocDiali, une start-up de la Health Tech. Le suivant, c'est M. Redouane Bouchen, cofondateur Rimbo, AI et EdTech Startup. Il est aussi responsable des relations institutionnelles au sein de démarches numériques gouvernementales. Il est aussi responsable associatif MRE. Le dernier participant dans ce panel, il est déjà présenté dans le premier keynote, c'est M. Omar Morabet, est un expert marocain reconnu dans les domaines de cybersécurité, de la transformation numérique et de l'innovation technologique. Il travaille plus de 20 ans chez la société Thales en tant que responsable sécurité projet et cybersecurity. Il est membre aussi du CCNE depuis 2007. Il est aussi fondateur et dirigeant du forum Momkin, c'est un forum des Marocains de compétences et des experts, engagé dans les rapprochements entre le Maroc et ses compétences qualifiées MRE. Ils interviennent régulièrement sur les thématiques liées à la souveraineté numérique, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et la valorisation des compétences marocaines à l'international. Ce qu'on a prévu, dans ce panel, il y a 4 thèmes. Dans chaque thème, on va poser des questions sur les participants. Avant de commencer, je vais aborder les projets. Le sujet, c'est la vision stratégique. Pourquoi les MRE constituent-ils un levier majeur de la transformation numérique? C'est le sujet le premier thème. Avant d'aborder les projets et les initiatives concrètes, prenons un instant pour nous arrêter sur la vision d'ensemble. Pourquoi les Marocains résidant à l'étranger constituent-ils un levier stratégique pour accélérer la transformation numérique du Maroc? Alors la première question, je vais l'adresser à Madame Lazra. Compte tenu de votre expérience dans l'accompagnement des organisations sur les sujets liés à l'intelligence artificielle, quelles sont les meilleures pratiques internationales qui pourraient être rapidement adaptées au contexte marocain? S'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Et pour répondre à la question, puisque le temps est court, Karim Amour, qui était là ce matin, a très bien expliqué finalement tout ce que j'avais envie de dire. Donc le message, c'est de pouvoir le renforcer justement. J'ai travaillé dans l'innovation et la chose a évolué en termes de méthodologie. On travaillait souvent dans son laboratoire de recherche tout seul, entre chercheurs. Ensuite, on est devenu beaucoup plus transverse en ce qui concerne l'innovation et donc on a un petit peu associé tous les départements de l'entreprise. Et puis je dirais qu'à l'échelle d'un pays, et c'est là où finalement j'ai ma vision plus globale, c'est de dire que le Maroc, pour faire de l'innovation, pour accélérer le processus d'innovation et donc une digitalisation, je dirais, rapide, eh bien il peut considérer les Marocains du monde comme un écosystème d'open innovation. Et donc quand on dit écosystème, c'est pas juste compétences, et donc il l'a très bien expliqué, c'est aussi des technologies, des brevets, aussi des marchés qu'on veut adresser. Donc voilà, mais ça ne vient pas naturellement. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus être structurel et donc
dans un premier temps, changer de mindset, que les Marocains du Maroc acceptent aussi cette compétence et cet écosystème. Et je dirais qu'ils devraient l'intégrer de manière systématique dans leur méthodologie quand ils ont un projet, que ce soit institutionnel ou une entreprise ou une start-up. C'est que méthodologiquement, ils se disent il y a un écosystème à l'international, c'est les Marocains du monde, ils sont soit des chercheurs, soit des entrepreneurs et on peut travailler ensemble. La deuxième chose, c'est la coopérance, c'est-à-dire, et il l'a très bien expliqué aussi, c'est qu'on peut aussi construire et donc investir ensemble, les Marocains du monde avec les Marocains du Maroc, j'ai envie de dire, de pouvoir investir dans des projets et donc dérisquer au maximum, parce qu'ensemble, c'est beaucoup plus facile. Et je dirais aussi que, au-delà de tout ça, c'est qu'il faut considérer les Marocains du Maroc, enfin les Marocains de l'EMRE, comme quelque part, comment dire, plus qu'un écosystème, c'est un prolongement du Maroc. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On passe à la question suivante à M. Aïda Soheli. À partir de votre expérience dans les domaines de la donnée et la business intelligence, quels sont les principaux écarts que vous observez entre les organisations marocaines et les organisations internationales les plus avancées? Salam alaikum, bonjour tout le monde, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour la question, en fait c'est fondamental comme point de départ. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans les organisations en fait, internationales, on a des plateformes d'entreprise. Ce n'est pas des plateformes data uniquement qui sont dissociées de l'entreprise, mais c'est des plateformes matures d'entreprise en fait, qui intègrent des éléments clés. Dans ces plateformes, on va trouver la sécurité, la data privacy, on va trouver la traçabilité, l'observabilité de la data. On va trouver aussi des sujets d'industrialisation, la data ops, DevOps. Donc, vous voyez un écosystème riche qui intègre plusieurs briques importantes. Donc, pour arriver à faire ça, on comprend que c'est du travail. C'est arriver à avoir une plateforme, data plateforme mature, c'est un travail de, je ne vais pas dire des mois, mais des années, et un historique sur la culture data. Donc au Maroc, il faut qu'on arrive à cette maturité par rapport à cette plateforme data mature. Pourquoi? Parce que cet écart, il va nous créer un problème de mise à l'échelle et surtout dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, des cas d'usage, mais malheureusement, le passage à l'industrialisation et le passage à la réalité, à l'implémentation dans la société, aujourd'hui, est un grand frein pour plusieurs structures au Maroc. Pourquoi? Parce que cette data platform qui va accueillir ces use cases, il n'est pas prête. Il manque d'agilité et il manque d'industrialisation de bout en bout. Donc voilà, ça, c'est pour moi le premier point qui est clé et important pour la mise à l'échelle des cas d'usage. Donc il faut une data platform mature. En parallèle de ça, il faut toute une organisation qui se met en place. Dans ces organismes avancés, ils ont clarifié le rôle des data owners, ils ont clarifié le rôle de data steward, ils ont clarifié les rôles de platform owner, ils ont clarifié les rôles de l'ensemble de personnes qui vont accompagner la mise en place et arriver à cette maturité au niveau de la data platform. Donc ça, en fait, c'est le deuxième point. Il y a aussi un autre point de souveraineté de données. On parle beaucoup du sujet, c'est intéressant, mais ça peut créer un écart technologique dans notre domaine. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, dans ces organismes qui sont très avancés, ils ont cette capacité d'intégrer des choix technologiques en cloud. Ils sont très avancés. Là, on va parler de Databricks, on va parler de Snowflake, on va parler
CGP de Google. Malheureusement, si on a ce frein de souveraineté de données et on n'a pas le cloud provider installé au Maroc, on va en fait être amené à mettre en place des architectures en fait en cloud privé ou des architectures, on va dire, hybrides. Donc, ce qu'on recommande, et pour ne pas créer en fait cet écart technologique, parce que c'est en fait des plateformes, des solutions technologiques qui sont très très avancées et qui en fait aident à aller très vite dans l'implémentation et à l'innovation, mais il faut peut-être les inciter à créer une zone locale Maroc-Afrique, et on a les moyens en fait, pourquoi pas, pour attirer ces providers en fait. Je parle d'Azure, je parle d'Amazon, je parle de Google au Maroc. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Sorouki. Je passe à la question maintenant à Monsieur Redouane Bouchen. Selon vous, la question je vais la proposer en arabe. كيف يمكن للشركات الناشئة التي أسسها مغاربة العالم أن تسرع نقل الابتكار والتكنولوجيا نحو المغرب؟ السلام عليكم. بارك الله فيكم. أولا الشكر الجزيل الممكن على هذه المبادرة. السؤال هو يعتمد على 3 نقاط. قبل ما نهضروا على اش مغاربه الخارج يقدروا يقدموا للمغرب، خصنا نعاودوا نفكروا اش المغرب قدم للخارج. وحنايا في فرنسا دابا واحد النقاش كل عام كيرجع. عندنا الحمد لله حرفه ايجابيه في الرياضيات هنايا في المغرب، ومدرسه بوليتكنيك ديما كتعمر بالمغاربه، واول جنسيه من وراء الفرنسيين هي المغاربه في بوليتكنيك. ومن نفس الناحيه دابا ملي المغاربه كيقدموا هذا الجهد للخارج، راه الجاليه راه داكشي طبيعي غيرجع على 3 نقاط. الاولى هي ان بصفه بسيطه المغاربه داكشي اللي داروا في الخارج راه يرجعوا لبلادهم بالنسبه للتكنولوجيا وبالنسبه للخبره وبالنسبه للتجربه. هذه هي الاولى. الثانيه هي ان بتجربتهم يخدموا مع الشركات وبطريقه الكونسلتينغ ولا بطريقه طبيعيه ولا بطريقه يعني فقط بالتعاون. والثالثه هي انهم يشاركوا في مشاريع اللي هما داروهم يعني في بلادهم. هذه ماشي حاجه يعني شفناها في الماضي. وفين شفناها عندي انا جوج امثله. المثال الاول هو في صناعه السيمي كوندكتور وصناعه الالكترونيه. كانت تايوان هي اول دوله كتاخذ الاوفشورينغ من الولايات المتحده في الانتاج، وبعد 20 سنه ما بقاتش خدامه من اجل امريكا، ولات مستقله وكتصنع داكشي ديالها. وعندنا كاع دابا اللي كتسمى تايوان سيمي كوندكتور كومباني هي اللي مسيطره على الاندستري في العالم كامل. وانا مثلا في الشركه ديالي دابا اسست مشاريع يعني ايجابيه في فرنسا، ودابا بدينا بطبيعه الحال كنبروبوزو للمغرب وكنهضروا مع الشركات سواء لو سي بي سواء هنايا الجامعه هنايا غنبداو نهضروا معاهم. وان شاء الله داكشي راه غايجي. خصو الوقت، خصو الخدمه المجاهده، ولكن خصو حوايج بسيطه يعني التواصل والمبادرات مثل ممكن، لان راه غير نهضروا بيناتنا وان شاء الله يخرجوا منهم حوايج ايجابيه ان شاء الله. شكرا سي بوشار. Dernière question sur ce thème 1, c'est adressé à M. Omar Warid. La question est la suivante. La transformation numérique repose également sur le domaine sécurité. Comment les MRE peuvent-ils contribuer au renforcement des standards de cybersecurity et la gouvernance numérique au Maroc? Salam alaikum. Merci, c'est Mohamed.
Vu le temps et vu que je suis parmi les organisateurs, j'ai envie de dire كلمة شابخة واحد المرة كانت في فرنسا comme lui ou la comme elle. Je vais dire comme eux. Mais je vais essayer de répondre. Et étant donné qu'il y a un panel qui est réservé à la cybersécurité, moi je vais rester sur la thématique, c'est Mohamed du panel, c'est-à-dire le transfert technologique et l'innovation. Alors, on sait qu'à chaque fois il y a ce qu'on appelle des technologies disruptives, on est à des ères qui arrivent à chaque fois. Le Maroc est passé directement vers l'ère des portables sans passer par l'ère des fixes. Donc, on a sauté une génération. Le Maroc était très en retard. Moi, je me rappelle, كي يمشيو عند مول الحانوت بور ابلي دوز لي فلان اكسيتيرا من الخارج هكاك وحنا في الدار كان عندنا التليفون كان الحومه كامله كيجيو راه ولدي باغي يهضر معاكم. Donc, on est passé vers le portable et je pense que là, nous sommes dans cette ère où il y a la technologie de l'intelligence artificielle et bien sûr la cybersécurité. Maintenant, est-ce que c'est la cybersécurité pour l'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle pour la cybersécurité? Je pense que les Marocains du monde ont des atouts et c'est un vrai atout pour le Maroc, comme je l'ai dit dans mon introduction. Et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'on mette la main dans la main et travailler sur des technologies de pointe à très grande valeur ajoutée. Comme l'a bien dit Simon Adib tout à l'heure, il ne faut pas venir avec des idées vagues, il faut aller vers des solutions pointues, des technologies pointues qui peuvent apporter une vraie valeur ajoutée au Maroc. Merci, c'est au revoir. On passe au deuxième thème, il est sur les talents, les compétences et le transfert de connaissances. La technologie évolue à un rythme extrêmement rapide, mais la véritable ressource stratégique demeure le capital humain. Comment pouvons-nous renforcer les flux de compétences, de savoir-faire et de connaissances entre les écosystèmes internationaux au Maroc? La première question, c'est à Madame Lazare. Quels sont aujourd'hui les métiers liés à l'intelligence artificielle les plus recherchés à l'échelle internationale et comment le Maroc peut-il mieux préparer sa jeunesse à ces opportunités d'avenir? Alors, je dirais que les métiers qui sont très recherchés sont liés à la data, à la cybersécurité, à l'IA. Ça, c'est des compétences. Par exemple, la France est très demandeuse de ces compétences, donc il faut continuer à former sur ces métiers-là. Mais je dirais plus largement, l'IA va être appliquée à tous les métiers. Donc il faut réfléchir à comment appliquer l'IA, par exemple, à la santé. Justement, j'en discutais avec cette jeune fille étudiante qui fait des études pour être infirmière anesthésiste, mais qui est très intéressée par la question de l'intelligence artificielle. Donc comment l'IA va être appliquée à tous les métiers, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut développer comme capacité, donc à utiliser l'intelligence artificielle, former la jeunesse dès le jeune âge, je dirais, dès l'école. À Singapour, dans les écoles, voilà, ils apprennent déjà à utiliser l'intelligence artificielle. Ça va demander des capacités très différentes, c'est-à-dire savoir poser les bonnes questions, savoir développer son raisonnement, parce que finalement, on demande à quelqu'un de faire, enfin, on demande à l'IA de faire quelque chose. Donc maintenant, il va falloir apprendre à faire quelque chose à l'IA. Donc ça demande d'autres compétences. Et puis je dirais une chose, c'est la créativité. Moi, je suis dans la créativité puisque j'ai lancé le premier festival de films IA d'intelligence artificielle au Maroc. J'ai fait la 2e édition et lors de la 2e édition, on a fait un hackathon à l'université de Qadéied avec 50 étudiants qui pendant 2 jours avaient une mission, c'est 2 jours pour faire un film d'1 minute, 100% IA. Donc ils se sont mis en équipe de 5 et je dirais qu'ils ont eu un coup de foudre pour cette IA qui leur a permis justement de développer d'autres attitudes, donc savoir prompter, savoir raconter une histoire. Et donc, bon, je dirais que
ça va demander beaucoup plus d'exigences. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que dans les entreprises, maintenant, il va y avoir l'IA de plus en plus, et donc il va falloir savoir quelle est la donnée, quelle est la vérité, enfin quelle est la vraie donnée de la fausse donnée. Voilà, la vraie information de la fausse information. Et donc finalement, il va falloir développer de nouveaux métiers, c'est-à-dire ceux qui vont, certifier que la donnée est vraie. Donc ça, c'est une nouvelle compétence aussi. Très bien. Voilà. Merci, excellent. Dans le même contexte, la question c'est à M. Serrini. Tant que vous êtes engagé dans les écoles supérieures que vous dirigez, la question c'est sur les établissements marocains d'enseignement supérieur. Sont-ils suffisamment préparés pour former les talents nécessaires à la réussite de la stratégie IA Maroc 2030? Salam alaikum. Question piège. Il ne faut pas que je dise non, n'est-ce pas? Mais la question, elle est peut-être un petit peu plus complexe que juste le wording qui a été utilisé. Si on revient un petit peu sur l'école, l'histoire de l'école a changé dans l'histoire de l'homme. Au début, c'était l'école, c'était une personne. C'était un savant qui était quelque part dans le monde et les gens voyageaient pendant des mois, restaient avec lui pendant des années pour acquérir un savoir. Ensuite, l'école a muté, puis elle est devenue un peu plus proche. On a eu des écoles, aujourd'hui au Maroc, on a des écoles à tout bout de champ, dans tous les quartiers, une école primaire, un collège, un lycée, etc. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle forme d'école où elle est chez nous, dans nos téléphones portables, dans nos PC, dans nos laptops, dans notre salon, dans le café. Et donc, en fait, finalement, l'école n'est plus juste un lieu de savoir. Parce que le savoir, c'est invité chez nous. Il n'est plus dans les amphis comme avant, il n'est plus dans les classes, etc. Donc maintenant, cette école-là, qui a un rôle ambivalent, qui est effectivement pédagogique, de façon historique, de façon structurelle, mais qui finalement n'a plus ce même rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école, est-ce que son rôle, c'est de former des ingénieurs très bons techniquement? Non, parce que l'IA va faire tout ce que cet ingénieur technique va pouvoir faire. Et elle va le faire plus rapidement, moins cher et de façon beaucoup plus efficiente. Par contre, l'école doit former des talents qui sont capables de raisonner, de résoudre un problème, de comprendre une problématique métier, d'identifier un besoin, de lui adresser la bonne réponse, d'utiliser les bons outils pour le faire. Donc, in fine, est-ce que l'école marocaine est outillée pour accompagner la stratégie du Maroc? Oui. Oui, pour ceux qui ont pris le bon mindset, c'est-à-dire former des talents qui vont résoudre des problèmes et qui vont avoir de l'initiative. Non, s'ils se sont cantonnés à de la formation pure et dure, avec des technologies qui sont démembrées un petit peu de ce que veut le marché. Merci beaucoup, M. Bouchin. Dans le domaine de culture de la donnée, je m'adresse la question la dernière dans ce thème-là, c'est Sobhi. Comment renforcer davantage la culture de la donnée et faire de celle-ci un véritable biais de décision au sein des organisations marocaines? Merci. Premier levier, en fait, il faut que le sujet soit pris en main par la direction. En fait, si le sujet, en fait, n'est pas géré et suivi de près par la direction, en fait, l'implémentation de la culture data ne sera pas durable dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands chantiers de transformation derrière, et des grandes décisions et des réorganisations à mettre en place dans ces structures. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une volonté de la direction, en fait. Après, bien sûr, une prise de conscience pour pouvoir vouloir le faire. Deuxième point, c'est il faut en fait définir, uniformiser en fait les KPI au niveau des entreprises. En fait, il faut savoir la source du KPI, il faut savoir en fait son responsable, sa qualité, sa fraîcheur. Sinon, en fait, chacun
va faire sa propre compréhension du KPI dans son coin. Donc il faut une uniformisation. Troisième volet, c'est que une fois cette plateforme dont je parlais tout à l'heure, cette plateforme mature présentée par l'IT au métier, il faut au métier prendre la main sur la data. C'est eux qui valorisent, qui traitent. C'est eux en fait qui vont en fait garantir cette qualité et fiabilité de la data. D'accord. Le dernier volet, c'est la formation. La formation continue, en fait, il faut une formation adaptée au profil. C'est pas les mêmes formations qu'on va mettre pour des techniciens, aux formations métiers, formation des dirigeants. En fait, voilà, il faut une acculturation de la data dans cette entreprise. Merci. Du transfert de la connaissance, on passe au thème numéro 3, c'est sur l'entrepreneuriat, l'investissement et la création de valeur. La question est adressée à M. Bouchen. ما هي أكبر التحديات التي تواجه اليوم شركة ناشئة تكنولوجية ترغب في التوسع بين أوروبا والمغرب؟ بالنسبه لهذا السؤال عندنا تحديات قد الطموحات، فالطموحات كبار والتحديات كبار، ولكن التحديات راه كل شركه عندها تقريبا نفس التحديات، ومن بعد راه يتبدلوا يعني بالقليل على حسب الدومين. فالشركه الناشئه ككل شركه عندها التحدي بالنسبه للتمويل، الكابيتال، خاصه اذا كانت في التكنولوجيا على حسب الاستثمار اللي غدير في التكنولوجيا. والثاني هو حنا بيزنس مان تجار، خصنا الكونترات، خصنا لي كوموند، وخصنا نلقاو الكليان. فمعظم الشركات غيلقاو عندهم الاشكال في لاكيزيسيون، خصهم يدبروا الويب ماركتينغ، كيفاش غيلقاو لي زيميل، كيفاش. ولكن التحدي الكبير انا اللي بان لي هنايا على تجربتي بين فرنسا ولا اوروبا والمغرب هو، ويمكن راه ضحككم الا قلتها لكم، هي الوقت. اي اونتربرونور غتلقاه غتقول لي كيدير مع الخدمه غيقول لك انا مضارب مع الوقت. علاش؟ حيت وهذه اشكاليه معقوليه، يعني الوقت هو اللي كيقتل الشركه الناشئه. الشركه الناشئه يعني ملي كتهضر مع واحد المستثمر تيقول لك شحال ديال الغنوي عندك، الغنوي شحال ديال الفلوس عندك قبل ما تموت. اذا خصك تمشي تجري من ورا دوك الكونطرات، وخصك تمشي تسعى وتسيني وتاخذ الفلوس، حتى الا سينيتي ماشي مضمون ان الفلوس يجيو. فهذا هو يعني انا بالنسبه لي التحدي يعني الاكبر. وحنا دابا جالسين وكنفكروا في استراتيجيات. المهم اللي خصنا نخرجوا من هذا المؤتمر هو ان نلقاو يعني حلول. مثلا عندك مثلا في فرنسا ولا في بعض الدول داروا لاكسي على كوموند بوبليك. الا كنتي غتخدم مع واحد الاداره ولا مع واحد الشركه كبيره، عندك لابيل دوفر، ولابيل دوفر عنده واحد البلافون تحت 40,000 يورو تقدر تخدم ديريكت بالكونترا. من الاكثر خصك دير مثلا واحد لابيل دوفر، وهما مثلا كبروا هذاك البلافون باش مثلا في فرنسا تحت 100,000 يورو تقدر تخدم ديريكت بالكونترا. وداك الشيء من الاشياء اللي يقدروا يسهلوا، ومنهم حوايج اخرين. شكرا سي هشام. C'est Sergei, la question est adressée à vous. Comment les MRE peuvent-ils contribuer à l'émergence des champions technologiques marocains à rayonnement régional et international? Moi, je vais essayer d'être rapide. Il y a beaucoup d'interactions, je pense qu'on doit voir un peu plus tard, parce qu'il y a des interventions qui sont intéressantes, qui méritent un petit échange. Pour moi, le MRE, bon, je suis un ancien MRE, donc je suis ancien MRE, je suis dans l'éducation, je suis dans la start-up, je suis dans l'IT. J'ai un petit parcours un peu bizarre. Bon, c'est par la force des choses. Pour moi, un MRE, si on dit que le MRE va venir ramener de la compétence, on s'est trompé. Je suis désolé de vous choquer. Pour moi, MRE n'est pas égal à compétence. MRE égale expérience. MRE égale réseau. MRE égale client. MRE égale rayonnement à l'international.
Donc si on pense qu'un RMRE va développer le pays parce qu'il va rentrer, il va travailler dans une administration, il va être bouffé par l'administration. On a perdu. S'il rentre et qu'il joue le jeu d'un mentor, d'un leader, d'un créateur d'opportunités, d'un apporteur d'affaires, d'un rehausseur de standards et d'un connecteur finalement entre une plateforme qui sait très bien délivrer, parce qu'on a de très bons mathématiciens qui sont reconnus dans le monde et qui ont une capacité de délivrer grâce à des gens comme Ayman, je pense qu'il nous faut de l'autre côté quelqu'un qui va nous aider à rayonner pour qu'on soit une jointure entre l'Afrique, là où on est, Middle East, là où il y a de l'argent, l'Europe, là où ils n'ont pas de force vive, les États-Unis où il y a moins cher. Merci. Je retourne de nouveau à M. Sobhi. Quels sont les acteurs marocains les mieux positionnés pour bénéficier rapidement de l'intelligence artificielle et de l'analyse avancée des données? Bon, rapidement aussi, donc il y a la banque finance, je pense que c'est le secteur le plus avancé par rapport à la data, donc ils sont structurés, orientés data. Donc on peut aujourd'hui mettre à l'échelle, on a déjà des cas d'usage implémentés en production dans ce secteur. Bon, ça, il n'y a pas de problème, il faut juste l'industrialisation et la gestion de bout en bout de la data avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure et arriver à une plateforme très mature. Après, on va trouver le secteur public. Le secteur public, en fait, on va améliorer le service public, on va gagner le temps dans les démarches et procédures. C'est un secteur aussi aujourd'hui dans lequel on est en train d'intégrer, avec les contraintes dont on a parlé tout à l'heure, la souveraineté et autres, d'intégrer des plateformes data souveraines pour en fait améliorer les opérations quotidiennes. Troisième volet, ou troisième en fait secteur, là on peut citer l'industrie, on peut citer la santé. Donc ça c'est des secteurs aussi dans lesquels on peut avoir de l'impact réel, mesurable de l'IA. Merci beaucoup. J'ajoute aussi l'enseignement. Dernière question à Madame Lazare. Observons-nous déjà au Maroc des cas d'usage de l'IA suffisamment matures pour générer un impact économique significatif? Alors, je ne saurais pas dire exactement, en toute honnêteté. Ce que j'ai vu quand même au GITEX, parce qu'on a fait les Africa AI Creativity Week and Awards, j'ai vais jusqu'au bout. C'est le festival de film IA qu'on a fait. On l'a fait dans le GITEX, justement parce que l'idée c'était de montrer l'IA appliquée à la créativité, à la culture et à la création de contenu. Parce que finalement, dès qu'on utilise ChatGPT, on fait une image, on fait une vidéo, on fait un son, c'est du contenu et ça s'adresse à tous les marchés, à tous les secteurs, je veux dire, d'activité. Et donc, dans le GITEX, on a pu quand même observer une dynamique extraordinaire. On peut aussi voir des écosystèmes du digital. D'ailleurs, moi, je me suis rapprochée de la PEBI, qui est la Fédération du digital et du numérique au Maroc, qui représente un tissu d'entreprises, je pense que c'est la plus grande des fédérations, c'est de l'offshoring et des systèmes d'information. Donc là, on a pu voir aussi que l'intelligence artificielle, très clairement, elle est partout, en fait. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a de la formation, voilà, il y a une convergence. Donc, je pense, et en plus, bon, on peut dire qu'on a une ministre de l'IA, du numérique, qui en parle beaucoup, et qui est un petit peu un ambassadeur, parce que les pays africains sont très inspirés par le Maroc. Moi, j'ai pu voir, même juste à mon niveau, dès que je dis Maroc, IA, on me dit waouh, c'est super. Et puis aussi, c'est une vision d'ensemble, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur, jusqu'aux infrastructures, de la donnée, de la formation, de la créativité. Donc voilà, le Maroc y est. Merci. Le dernier thème, il s'agit de la gouvernance. Ok, je passe directement à un thème de recommandation. Ouais, recommandation. On va sauter le thème numéro 4. Nous arrivons à la fin de cette session. J'aimerais bien demander à chacun des intervenants de se projeter à l'horizon de 2030. La question est la suivante.
Comme a dit le président l'UIR, M. Mouadib, concernant les projets concrets et pratiques de transférer ici, si vous avez 3 recommandations à adresser aux décideurs marocains afin de maximiser la contribution des Marocains résidant à l'étranger à la révolution numérique du Royaume, quelles seront-elles et quelles actions concrètes pourraient être lancées dès demain pour avancer vers cet objectif? Dans 30 secondes, je commence par ma séance. لا عندي 30 سكوند نقول لك اللي سيني ثلاثه الاسئله. هذه الاولى. المساله الثانيه الملاحظه الثانيه هو السر انا كيهضر كيفكرني بسي وهبي وليد دار كراكي لا. Non. Alors, les recommandations 30 secondes, c'est bien. Moi, je pense, j'avais juste une petite remarque, c'est que tout simplement, auparavant, on produisait et allait vers le marché. Maintenant, on voit les besoins du marché et on va produire. Je pense que même dans le domaine de la formation, même dans le domaine de transfert technologique, il faut faire la même, donc le marketing, c'est-à-dire voir ce que le marché de la formation, des besoins, et c'est pourquoi j'ai parlé donc en fait des vraies valeurs ajoutées. Et je suis d'accord avec la partie de ce que vous avez dit, c'est Nofel. Donc les Marocains du monde, ils ont l'expertise, mais ils ont la compétence aussi. Donc les deux, voilà. Donc il faut savoir en profiter. Et merci. Merci, Sirma. Alors, بالنسبة لي ريكومونداسيون أنا بانوا لي باش جوج ولا ثلاثة ما ضحكتني شوية نسيت شنو كنت بغيت نقول ولكن كاين واحد الحاجة بالنسبة للضرائب مثلا للشركات المغربيات أنهم يقدروا على شرط أنهم يشتغلوا مع شركات يعني من مغاربة الخارج وحتى اللي ستارت اب هنايا تكون يعني اون انسيتاسيون فيسكال على شرط يعني لا كولابوراسيون. 30 secondes. 30 secondes. Alors, moi, je vais avoir 3 points. Premier point, c'est pour répondre à Serma. Je n'ai pas dit que les MRO n'ont pas de compétences. J'ai dit qu'on avait besoin plus de leur expérience et de leur réseau que de leurs compétences. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont pas. Voilà. Deuxième point, ça sera plutôt un avertissement et pas une recommandation. C'est attention à ce que dans le plan digital, on ne se dise pas on veut être autonome, c'est-à-dire autosuffisant sur toute la chaîne de valeur du digital. On ne sera jamais autonome, on ne sera jamais indépendant. On aura toujours besoin dans la chaîne de valeur d'un Américain, d'un Chinois, d'un Taïwanais, d'un ingénieur en Allemagne ou en France, etc. Par contre, il faut qu'on choisisse le bon positionnement sur la chaîne de valeur pour avoir un espace digital marocain avec les spécificités marocaines, avec les dépendances marocaines, mais aussi avec une réglementation marocaine. Ça, c'est l'avertissement. Mon point, ma recommandation à moi, parce qu'on est aujourd'hui en train de parler des MRE, c'est que les MRE soient autour de la table de tout ce qui doit être défini dans ce domaine. Pas parce que c'est des sachants, mais c'est parce qu'ils ont vu des choses différemment ailleurs. Ce matin, j'ai adoré la phrase qui a été sortie, on ne part pas de façon impunie. Forcément, on rate des choses. Le Maroc évolue dans sa spécificité. Les MRE évoluent dans les spécificités des pays dans lesquels ils y sont. Ils y voient des choses hyper intéressantes, mais toutes ne sont pas applicables au Maroc. Et du coup, il faut les inclure, on va des think tanks, des digital labs, on appelle ça comme on veut, mais il faut qu'ils soient au cœur de la réflexion pour définir le Maroc de demain. Merci, c'est OK. Pour cette dernière question, je vais vous surprendre. Je pense qu'on est... La question est autrement, on peut la poser autrement. Et se dire aujourd'hui, en fait, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre des mesures, il ne faut rien attendre. Il faut oser, il faut faire le pas. Il faut prendre le risque. Le Marocain résident à l'étranger, c'est un Marocain, 100% Marocain. Il est bien accueilli. Moi, j'ai fait le pas, je parle parce que voilà, je suis plus concerné par la question peut-être depuis 2017. Je suis au Maroc. L'expérience, franchement, voilà, de ma position, en fait, j'encourage et j'incite toutes ces compétences en fait marocaines à l'étranger de venir, de ne rien attendre, surtout de ne rien attendre, pardon, parce que dans l'entrepreneuriat, on n'attend pas. Exactement.
Merci, s'il vous plaît. Voilà. Dans la salle. Oui, bon. Donc je dirais, je suis d'accord et pas d'accord. Mais bon, il ne faut pas attendre. Moi aussi, j'ai créé ma société. J'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales. Il faut aussi, donc, c'est-à-dire que le Marocain de l'étranger doit comprendre la psychologie du Marocain du Maroc. Mais il faut également que le Marocain du Maroc comprenne la psychologie du Marocain de l'étranger. Et franchement, il faut faire des efforts. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, en tout cas. Il faut ouvrir les écosystèmes. Je suis désolée, on a des écosystèmes qui existent au Maroc. Moi, j'ai essayé de faire une percée dans l'écosystème de la PEBI. Il y a d'autres écosystèmes, et moi, je suis désolée, il faut nous les ouvrir de manière automatique. Qu'on n'ait pas forcé la porte, il faut ouvrir la porte. On est là pour travailler, pour investir, donner son temps, son énergie, de l'amour, et on voudrait récolter des choses, voilà. La troisième chose, je suis désolée de le dire, c'est la formation. Voilà, moi je dirais d'un point de vue très concret, la formation des jeunes dès l'école pour l'intelligence artificielle. Et concernant les MRE, une plateforme, voilà, une plateforme d'open innovation où on pourrait répertorier toutes les technologies, les brevets scientifiques, etc. Et que les Marocains, même le petit Marocain, enfin la start-up qui commence se dit tiens, j'aimerais rentrer en contact avec un Américain marocain qui a fait quelque chose, mais qui a une plateforme, qui est quelque chose. Voilà. Et ça tombe bien, parce que Mumkin y a pensé et a créé une plateforme. Donc voilà. Merci. Ce que Mme Lazare vient de conclure, en conclusion, je remercie. Tout dernier témoignage est un cas réel. Aujourd'hui, dans notre structure, on est 150 personnes. Je peux vous dire que 30% des collaborateurs sont des Marocains, anciens Marocains résidant à l'étranger. Donc, voilà. Je tiens à remercier nos intervenants pour la qualité de leur contribution ainsi que l'ensemble du public pour son attention et sa participation.